Ce podcast spécial du temps des fêtes vous est présenté par nos 3 commanditaires, ranchbrand.ca pour les meilleurs vêtements de country au Canada, Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration et TLF Dessin, concepteur de pièces dans le domaine de la construction. Merci à nos commanditaires. Bon épisode et joyeux Noël. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank du temps des fêtes. Aujourd'hui, on reçoit un agriculteur, Frédéric Poulain, qui est également accessoirement ancien candidat du PCQ, accessoirement maire de l'île aux Grues, accessoirement investisseur ou travailleur plutôt, je pense, dans une fromagerie ou des liens avec une fromagerie. Bref, un vrai gars qui travaille, qui en a long à dire et qui voulait nous jaser ce matin. Alors, Frédéric, bienvenue dans le podcast. Merci. Évidemment, le premier courriel que tu nous envoies, c'est en lien avec le podcast qu'on fait avec le trio économique sur la gestion de l'offre. Donc, tu avais quelques petites précisions que tu voulais nous amener. En même temps, nous autres, on te connaissait un petit peu via Joey Aubé. On savait que tu étais un gars qui avait une bonne gueule, qui avait des choses à dire, qui était intéressant. Donc, on s'est dit, hey, pourquoi pas faire une petite entrevue avec Frédéric, ça pourrait être intéressant. Un gars qui a les deux mains là, dans le business de l'agriculture. Il y aurait probablement des choses à dire. Fait qu'écoute, la première question que je te lance, ce fameux podcast-là qu'on a fait avec Sylvain Charlebois, Vincent Geloso sur la gestion de l'offre. Vincent qui est un grand pourfendeur, si on veut, de la gestion de l'offre de son côté. C'est quelque chose qui devrait être aboli dans sa tête. La même chose un peu pour moi, je t'avouerais. Sylvain Charlebois, lui, plus un défendeur Un réformateur. Un réformateur de la gestion de l'offre de son côté. Il voudrait apporter des grands changements à ça. Et on sait qu'évidemment, dans le milieu de l'agriculture, c'est quelque chose qu'on défend souvent, la gestion de l'offre. Mais un peu comme tu nous disais, c'est quelque chose qui n'est pas débattu généralement. Puis toi, tu es du côté des gens qui aimeraient ça qu'on en débatte un peu plus, qu'on en parle un peu plus. Ouais. Peut-être juste préciser, Yann, que peu importe la position que les gens ont et que nous, on a là-dedans, tout le monde s'entend un peu comme dans le cas des permis de taxi pour dire que il y a des gens qui détiennent un actif et que si on change le système, ces gens-là, dans le fond, ils perdent au change. Tout le monde est au courant de ça. C'est que quand tu es détenteur d'un permis ou d'une exclusivité qui a une valeur parce que le gouvernement a implémenté ce système-là, il n'y a pas personne, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu personne qui a défendu l'idée de dire regarde, on abolit, mangez de la marde, puis vivez avec les. Il n'y a personne qui dit ça. Fait que je trouve ça important de le dire parce que souvent, on caricature cette position-là de même, là, en disant vous allez nous faire mourir, vous allez nous faire crever. Je pense que ça a quand même été bien précisé que c'est pas ça le but. Puis il y a des mesures à prendre pour ça, là, compensatoires dans le cas d'une abolition, puis dans le cas d'une réforme, j'imagine aussi. Là, je ne sais pas si ce serait exactement c'est quoi tous les tenants et aboutissants. Mais toi, dans le fond, c'était quoi ton impression par rapport à ça? Puis c'est quoi les points que tu souhaiterais comme clarifier ou modifier? Parce que tu nous disais, ouais, toute l'affaire qui a été dit, c'est pas tout à fait ça. Fait que on te laisse l'occasion d'apporter les nuances qui s'imposent. Mais en effet, puis merci de me permettre de pouvoir le faire. Juste préciser, les quotas en agriculture, la dernière fois que j'ai validé avec l'UPA durant ma campagne en 2022, il n'avait pour 32 milliards de valeur au Canada. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et une grande partie de ce quota-là sert à garantir d'autres emprunts. Puis on se souvient qu'à un moment donné, le quota, il n'y avait pas de prix plafond. Et quand ils ont imposé un prix plafond avec une diminution de la valeur du quota, il y a des gens qui se retrouvaient en découverte de garantie bancaire. Ils ont été obligés de faire des réaménagements. Donc, c'est pas juste. J'ai le chiffre de 25 000 du kilo à peu près pour le prix plafond. C'est 24 000. On est dans cette zone-là. C'est 24 000. 24 000, oui, c'est ça. Par kilo de matière grasse produite. C'est parce qu'il faut savoir que le quota s'exprime en kilos de matière grasse. Puis moi, ce qui me faisait réagir un petit peu au propos de Sylvain, c'est qu'il disait les producteurs vont mettre de la palmite parce qu'ils ont tout avantage à ce que le lait soit le plus gras possible. Mm-hmm. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que plus ton lait est gras, moins tu vends de protéines, puis moins tu vends de lactose, qui est aussi 2 autres composantes qui sont payées dans le lait. Et qui, en théorie, eux, ne font pas partie du quota parce que le quota est seulement sur la matière grasse.
Exactement, exactement. Fait que pour exemple, ton lait est à 4 de matière grasse, ben, sur 100 litres de lait, il faut que tu détiennes 4 kilos de quota pour être capable de vendre 100 litres de lait. OK. Bon, puis si tu es à 4,5, bien évidemment, ça va te prendre 4,5 kilos de quota pour vendre ton même 100 litres de lait. Je comprends. Mais il faut savoir que là-dedans, la protéine est payée différemment, puis le lactose est payé différemment. C'est que nous, on a un quota sur les kilos de matière grasse, mais si on prend le prix, c'est qu'ils vont payer et le gras, et la protéine, et la lactose. Et ces prix-là peuvent varier en fonction du marché aussi. Ok, ouais. Souvent, il arrive à un moment donné où est-ce que ta protéine, elle est plus demandée sur le marché, fait que le prix de la protéine va augmenter, ce qui va faire que ton prix à l'hectolitre de lait va augmenter aussi, mais à l'inverse, c'est aussi vrai. C'est que s'il y a des surplus de beurre, s'il y a des surplus de protéines ou que le lactose est moins bien valorisé, ben, il va y avoir des baisses de prix des composantes. Ces composantes-là, le lactose, la protéine, est-ce que c'est un peu plus libre le marché de ce côté-là? Est-ce qu'il y a une gestion des prix qui est aussi sévère qu'avec la matière grasse? Ben, tout est géré et pour évidemment éviter une déstructuration des prix, c'est que souvent, il va y avoir maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un ratio de mie. C'est-à-dire que ton lait ne peut pas être juste. Parce que souvent, avant, qu'il y avait ce ratio-là, c'est que les gens avaient tendance à baisser le niveau de gras pour faire plus de protéines puis faire plus de lactose. Mais maintenant, il y a un ratio qui est établi que ton lait ne peut pas être, par exemple, là, si je regarde sur ma paye, j'aurais dû vous l'envoyer, je pense que. Oh, il n'y a pas de stress avec ça. c'est qu'on a, je pense que c'est 2,20 le ratio. Ou est-ce que l'ensemble de tes composantes ne peut pas être plus élevé que 2,2 fois ton taux de matière grasse. Et c'est comme ça que tu contrôles tes ratios et tes surplus structuraux, tant en protéines qu'en gras, qu'en lactose, parce que c'est des produits qui sont souvent valorisés d'une façon différente. Et puis, c'est un peu ça le mécanisme. Puis, ce qui avait un peu amené cette discussion-là autour de la palmite, c'était, par exemple, que la structure du beurre avait changé dans les dernières décennies. Je pense que c'est quelque chose que on voyait dans les commentaires que les gens observent aussi de leur côté. La recette ou la quantité de gras ou la sorte de gras qu'il y a à l'intérieur du beurre fait en sorte qu'il serait un peu plus dur, par exemple, aujourd'hui qu'il y a longtemps. Est-ce que ça tient à quoi, ça, autrement dit, cette observation-là? Écoute, il y a plein de variantes qui peuvent arriver sur la structure du beurre. La palmite, c'est quelque chose qui n'est pas donné à 100% du troupeau. La palmite, c'est un gras protégé qui est donné aux vaches. Puis moi, chez nous, j'en donne pas, par exemple. OK. Puis je connais des producteurs qui en donnent, je connais des producteurs qui en donnent pas, mais c'est un gras protégé que tu donnes aux vaches pour qu'ils passent au travers du rumen et qu'ils soient digérés au niveau de l'intestin pour favoriser une meilleure prise d'énergie par la vache au moment où est-ce qu'elle est au plus fort cycle de sa production. Le palmite, tu ne donnes pas ça à tout le troupeau, tu vas donner ça à tes fraîches vêlées, à celles qui vont donner le plus de lait dans l'étable de façon naturelle, puis tu n'es pas capable de compenser son besoin par de l'alimentation régulière. Donc, dans un troupeau vraiment productif, tu as peut-être 30-35% des vaches qui ont de la palmite. Exemple, le groupe 1, les fraîches vêlées, tout ça. Mais aussitôt que la vache passe son pic de lactation, puis qu'elle est en gestation, puis que c'est une courbe de lactation, ça part, ça monte, puis après ça, ça descend lentement. Là. Mais un coup que la courbe est passée, puis tu es vers en bas, tu n'as aucun avantage de donner du palmite parce que ça augmente beaucoup ton coût d'alimentation. Puis la vache, elle n'a pas besoin parce que sa production laitière n'est pas à ce niveau-là parce que ça baisse doucement, c'est un cycle. Et quels sont les autres? Ça pourrait être quoi, par exemple, qui explique que. Tu sais, moi, c'est mon cas en ce moment. J'y pensais tantôt parce que je savais qu'on s'en venait dans l'entrevue. J'ai un livre de beurre, elle est sur le comptoir à température pièce. Elle est dure comme de la roche. La quantité de gras, la quantité de protéines, la façon qui est transformée, la façon qui. Il y a plein. Tu sais, tu prends un produit qui est vivant, puis souvent dans le bar, on va standardiser la façon de le faire. On va, exemple, tu arrives avec des laits qui sont à. Tu sais, un producteur de lait peut avoir un lait à 4,5 de matière grasse. L'autre à côté peut en avoir un à 3,98. Mais pour réussir à avoir les mêmes ingrédients, souvent on va standardiser le lait à X nombre
de protéines ou de gras, excuse, pour être capable d'avoir un gâteau qui a les mêmes ingrédients dedans. Parce que le lait, c'est quelque chose qui est tellement variable d'une ferme à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Puis nous, à Fromagerie des Loups-Grues, moi, je ne travaille pas là, mais j'ai été impliqué parce que j'ai été président du conseil d'administration, parce qu'on connaît le fonctionnement un peu du fromage. Le lait, c'est un ingrédient qui rentre dans un gâteau, mais qui n'est jamais pareil. Puis avec ça, il faut que tu réussisses à sortir à peu près toujours la même chose. Parce que si je ne me trompe pas, le camion, là, quand il se promène, il arrête à une ferme, il va se faire remplir, mais ça ne va pas direct à l'usine de transformation. Il peut arrêter à une autre ferme, puis une autre ferme, puis une autre ferme. Absolument. Absolument. Donc, il y a un mélange dans le lait qui se fait de ferme en ferme, et c'est pas tout le monde qui nourrit ses vaches de la même façon, par exemple. Absolument, absolument. Puis tu peux avoir les changements de saison aussi qui viennent varier. Tu peux avoir il y a plein de variations où est-ce que l'industrie va s'adapter pour aller chercher la meilleure part de profit pour les produits qui sont utilisés. Là. Et ça, au Québec, c'est la Fédération des producteurs de lait qui gère les approvisionnements d'usines. Au niveau des producteurs de lait, puis qui gère aussi la ramasse chez les producteurs. Souvent, on entend, j'ai l'impression qu'on voit souvent le verre à moitié plein, à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein. C'est-à-dire qu'on parle de gestion de l'offre et les gens, les agriculteurs ou les gens du milieu ont peur, dans le fond, de perdre leur segment de marché au profit de produits qui viennent de l'international. Donc ça, ce serait le verre à moitié vide. Mais on oublie souvent de parler qu'il y a peut-être des opportunités pour exporter les produits. Tu sais, moi, les fromages québécois, je trouve que c'est des produits d'une qualité incroyable. Là. Pour vrai, plusieurs fromages français, notamment, tu les prends, puis pour vrai, je ne veux pas insulter nos amis français, mais plusieurs fromageries du Québec là, produisent des fromages qui sont au moins comparables avec ce qui se fait en France. Puis quand tu vas aux États-Unis, les fromages sont dégueulasses. faut le dire, là, les fromages fins américains, dans plusieurs endroits, je ne dis pas parce que je n'ai pas fait tous les États américains, mais dans plusieurs endroits que je suis allé, c'est un peu de la cochonnerie. Ils mangent beaucoup de fromage. Ils n'ont pas de produits fins comme ce qui se fait. Fait que, moi, je me dis, ça pourrait être un marché super attrayant pour l'exportation. Il y en a pas, je pense qu'il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, on a de la difficulté à cause du prix de notre fromage. Je veux pas qu'il y ait c'est ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, c'est une impression que j'ai, mais comme quelqu'un dans le milieu, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est parce qu'il y a différents types de production qui est faite avec le lait. Le producteur, en général, ne s'occupe pas de sa mise en marché parce que lui, un coup que son lait il est vendu, c'est parti. Lui, ce qu'il a, c'est un droit de le produire. Maintenant, moi, j'ai la chance de travailler avec une fromagerie qui fait un produit d'exclusivité. Moi, là, honnêtement, pointe de fromage à 11$, là, on n'est pas dans le produit d'usage commun. Là. On est dans le produit de luxe. Puis, évidemment, un gars comme moi aurait tout avantage à avoir toute la côte est américaine comme marché. Oui. Bon, mais le gars qui lui, écoute, il vend son lait à la Fédération des producteurs de lait, puis sa Fédération des producteurs de lait qui décide où c'est ce qui s'en va, lui, il n'a pas cette sensibilité-là au marché. C'est normal. Lui, sa job, c'est de livrer du lait. Fait que il y a différents mécanismes qui devront être regardés et étudiés pour qu'on soit capable d'ouvrir. Puis en même temps, quand on donne l'ouverture, il faut qu'on soit capable d'accepter aussi qu'il y a du monde qui vont venir sur notre marché. Puis après ça, c'est à nous autres de faire en sorte qu'on se distingue suffisamment pour être capable d'être dans le cœur des gens. Quand tu veux un fromage fin, tu ne vends pas juste un morceau de fromage. Tu vends une histoire, tu vends une expérience, tu vends... Tu sais, nous autres, à Lille, on est rendu, je pense, à 11 ou 12 World Cheese Awards qu'on a gagné en Europe, puis on a plein de prix, puis on n'est pas gêné, mais je ne peux pas dire que je suis représentatif de l'ensemble du marché des producteurs de lait. Puis je comprends les producteurs de lait que quand ils ont des changements puis qu'ils sont challengés, ça soit insécurisant. L'autre chose, c'est parce que si on veut sécuriser ces gens-là à un moment donné puis ouvrir une discussion, c'est qu'il faut arriver avec une proposition de scénario de ce qui pourrait être fait. Tout à fait. Mais c'est que le marché pourrait être ouvert aux produits transformés, puis pas nécessairement parce que le lait, c'est comme un produit de base là-dedans duquel le fromage est fait avec le gras, mais là, c'est comme pas dans le même marché, entre guillemets. T'sais, si tu produis un produit fin, c'est un produit fini, il ne sert pas à faire autre chose. Oui, mais après ça, quand tu as produit ton produit fin, tous tes résidus, par exemple,
n'utilises pas nécessairement toute la protéine puis tout le lactosérum qui est dans le lait, ben, tu peux avoir d'autres produits que tu peux dévier. Tu sais, tu peux faire de la poudre. Souvent, il y a des grosses usines, ils vont avoir du séchage des produits lactosérum pour en sécher la protéine puis l'empocher. Puis là, ce lait en poudre-là peut servir dans l'industrie alimentaire. Ou est-ce que tu as besoin souvent des usines qui vont avoir besoin de protéines pour le veau de lait, par exemple, parce que tu peux avoir besoin de protéines aussi. Tu sais, tous les produits finissent par se décliner quelque part parce que d'un produit laitier, écoute, c'est 85% d'eau, mais tout le reste, après ça, tu peux l'utiliser. Puis il n'y a rien comme des recherches alimentaires qui s'en fait constamment, où est-ce que tu peux trouver des nouvelles façons d'utiliser le lait. Je me souviens qu'à bout de temps, Lactel avait les petites bouteilles de jus qui avaient du lait dedans. Il y avait des résidus de lait dedans, c'était protéiné, puis bon, ça se fait plus, mais tu sais, il y a moyen de moyenner là, au niveau des produits. Puis, ben, nous autres, on est avec un système de gestion de l'offre, ce qui fait en sorte qu'il y a un certain contrôle qui s'effectue sur la production au Québec, au Canada. Exact. Écoute, mettons qu'on arrive puis qu'on regarde est-ce que le débat autour de la gestion de l'offre est sain au Québec? Je pense que tout le monde va s'entendre pour dire que c'est pas vraiment le cas. C'est rare, premièrement, qu'on en parle. Et c'est rare qu'on est capable d'en parler aussi sans avoir un niveau d'agressivité élevé du côté de certains producteurs, mais surtout de l'UPA. L'UPA va avoir un niveau d'agressivité très, très fort dans le débat et empêche un peu le débat, surtout au Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une discussion ouverte? Parce que, à un moment donné, comme consommateurs, nous autres, on sait que notre lait est plus cher qu'ailleurs à cause de la gestion de l'offre. Donc, évidemment, quand on est des gens qui regardent l'économie un peu, on se dit, il me semble qu'il y a une opportunité ici de donner un produit de qualité à meilleur prix pour la population. Donc, est-ce qu'on peut le mettre sur la table, ce débat-là sur la gestion de l'offre, ou c'est absolument impossible? Mais tu as juste précisé, tu as une autre affaire aussi là-dedans qui est le prix plancher, là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé... ça fait partie du système, oui, effectivement. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose là, cette semaine, justement, comme quoi, il m'a envoyé une facture du prix de son 4 litres de lait en Alberta. C'est facilement 2 piastres de moins pour la cruche que nous autres. Là. Fait que, eux autres aussi l'ont, la gestion de l'offre. Fait qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer dans le prix. Là. Mais je te laisse compléter ce que je viens de dire. Et c'est là que je m'en allais. Il y a effectivement sur le lait un prix plancher au Québec. Oui. Et en campagne, on avait abordé avec des gens de la Fédération des producteurs de lait la possibilité d'enlever le prix plancher sur le lait au Québec. Et ils ne sont pas fermés à cette idée-là. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est plus les associations de consommateurs qui étaient contre parce qu'ils avaient peur que le lait sur la Côte-Nord, par exemple, ou en Gaspésie, coûte une fortune versus le lait que tu pourrais acheter à Montréal. Voyons. Mais moi, c'est l'explication que j'ai eue, mais je n'ai pas senti de la part des PLQ, producteurs de lait du Québec, une fermeture à l'abolition du prix plancher là, sur le lait. Ça venait d'ailleurs. Puis eux autres, je pense que s'il y avait une proposition sérieuse là-dessus, je suis convaincu qu'ils seraient prêts au moins à écouter. Parce que ces prix planchers-là sont nuisibles. C'est néfaste. C'est néfaste sur tout. Là, on l'a sur l'essence. D'ailleurs, le monsieur qui est parti parce qu'il est en amour, il devait l'abolir. On ne sait toujours pas si ça a été fait. Là. Il l'a sur l'alcool, il l'a sur le lait, il l'a sur plein d'autres choses, des fois qu'on ignore même. Et ça, originellement, c'était l'idée derrière ça, c'était de dire, ben là, il y a des gros joueurs qui font fermer des petits joueurs, il y a une guerre de prix, mais dans un système où il y a une gestion de l'offre, je vois pas pourquoi il faudrait avoir un prix plancher en plus. Là. Économiquement, ça fait aucun sens. Là. Je suis à la même place que vous. Puis qu'est-ce qui empêcherait, exemple, un géant de l'alimentation, après ça, de se servir du lait comme d'un loss leader pour attirer des gens chez eux? C'est une bonne nouvelle pour la santé publique, ça, quelque chose comme ça, là, on s'entend. Là. Le lait, c'est un bon produit. Tout à fait, mais c'est pas abordé. Puis moi, c'est une des choses, personnellement, qui enlève strictement rien aux producteurs. Puis qui n'enlève rien aux transformateurs non plus. Puis le consommateur en sort gagnant. Puis on voit là, on est au niveau politique. Ouais. Puis on voit des commerces, des fois, qui essaient toutes sortes de stratégies, un peu comme avec l'alcool, pour contourner ce truc-là. Là. Le classique étant le dépanneur, si tu mets plus que 50$ de gaz, tu as une caisse de bière avec un crédit. C'est une manière de contourner le prix plancher sur l'alcool. Et j'ai vu ça aussi dans certaines chaînes de dépanneurs. Peut-être que ça se fait plus aujourd'hui, mais c'était en gros, si tu tanks pourtant, tu as un sac de lait qui vient avec. C'est une manière de contourner le prix plancher pour attirer des clients. Mais dans le fond, les gens essayent déjà de le faire. Donc, pourquoi permettre
Pourquoi pas juste enlever ça? T'sais, ça ne change rien pour le... C'est juste le consommateur, finalement, qui perd là-dedans. Là. Cette décision-là est 100% politique. C'est la Régie des marchés agricoles. Ça reste du Québec, puis ça relève du politique. Là. À un moment donné, que le gouvernement fasse le job si c'est vraiment leurs intentions. C'est pas, Un des arguments qu'on avait beaucoup dans le trio économique avec Sylvain Charlebois et Vincent Gelozo, c'est qu'il disait qu'il y avait 2 gestions de l'offre au Canada. Il y avait celle à l'est de Toronto et celle à l'ouest de Toronto. Ils voyaient une grosse différence dans le marché de leur côté, notamment que la grosseur des fermes, par exemple, à l'ouest du pays était beaucoup plus grosse. Le cheptel moyen était beaucoup plus important. Alors que la ferme moyenne est plus petite au Québec, peut-être un petit peu moins productive aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est réel ou c'est moins pire que ce qu'on pense? Ben, le quota, c'est la Commission canadienne du lait. Oui. Bon, ça, à la base, c'est canadien. Il n'y a pas de différence là-dedans. La grosse différence, c'est à quel point les provinces favorisent ou défavorisent un tel modèle ou tel modèle d'agriculture. Oh. Vous savez, nous autres, au Québec, on n'est même pas sur la même réglementation que l'Ontario. C'est vrai. Ne serait-ce qu'au niveau environnemental, au niveau de l'utilisation de certains médicaments qui, en Ontario, sont permis, qu'au Québec, ils ne le sont pas. Ça vient influencer le coût de production. Puis après ça, tu as tous les organismes provinciaux qui viennent financer les fermes. Comme exemple, la financière agricole du Québec. Elle peut choisir de valoriser certains modèles de ferme au détriment de d'autres. Puis ça, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais il y a eu longtemps où est-ce qu'on parlait de la valorisation de la ferme familiale et de l'occupation du territoire. Ben, c'est pas des choses qui, économiquement, d'habitude, fonctionnent super bien. Là. Dans un monde où est-ce qu'on robotise énormément et que la robotique coûte de l'argent, ben, je veux dire, la ferme familiale est désavantagée dans ce système-là. La ferme plus productive va utiliser les robots, mais les robots impliquent beaucoup de capital investi dans l'entreprise. Oui, puis tu sais, ça n'a pas empêché au Québec d'avoir une des plus grosses fermes au Canada aussi. Là, je pense, ferme Landry-Noise dans le coin de Saint-Albert, sont rendus de ce que j'en sais, ils étaient rendus à tout près de 2000 vaches. Ah! Oh. Ouais, c'est ça. Là. C'est gros, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est une entreprise qui a même sa propre permission de transporter son lait elle-même. Là. OK. Donc, tu sais, il n'y a pas de zone complètement blanche, puis il n'y a pas de zone complètement grise. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas partir sur des perceptions, d'aller vraiment dans les faits. Puis au Québec, même si les fermes semblent moins productives, je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'il y a un kilo de quota à vendre, il est vendu. Là. Et même que si tu veux acheter un kilo de quota, des fois, il faut que tu y ailles par 10 ou 12 reprises au système centralisé de vente de quota parce qu'il y a tellement de demandes pour le quota sur le marché au Québec que souvent, tu vas acheter 1/10 de quota alors que tu as misé pour 1. C'est-tu ça le problème, dans le fond? On limite un peu trop le quota? On devrait-tu donner un peu de lousse puis l'augmenter, éventuellement? Ben, le quota, il faut savoir que c'est ajusté sur la demande. Bon, souvent, exemple, il arrive une demande de beurre pendant plusieurs mois consécutifs, ben, ça peut arriver que là, on ait 1% de quota ou 2% de quota de données ou de prêter temporairement pour pour couvrir ce manque-là. D'un autre côté, en même temps, c'est le fait que tu ne rouvres pas le marché 100%, c'est que tu as une prévisibilité annuelle à peu près de ce qui se fait, puis tu t'ajustes avec des 1%, des 2%, des journées supplémentaires pour les plus productifs. Tu sais, par exemple, l'automne, historiquement, le lait est plus dur à faire l'automne. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner des journées supplémentaires de production que tu n'as pas besoin d'acheter, que tu n'as pas besoin de payer, puis que ça, ben, si tu es organisé pour remplir ce quota-là, tu vas aller chercher de l'argent supplémentaire là-dessus. Okay. C'est un peu de même, ça marche. Je comprends. Écoute, mettons, moi, ce que j'avais déjà vu en rencontrant dans les services financiers plusieurs agriculteurs, c'est que c'était pas rare que pour un agriculteur, la moitié de ses actifs à peu près était son quota. C'est-tu quelque chose que tu observes beaucoup dans le marché de ton côté? Je vais vous parler de moi. Moi, ma ferme a 20 ans, je l'ai partie de zéro. Fait que il y a, sur la valeur de ma ferme, j'ai facilement 50% de ma valeur que c'est du quota. C'est pas pour rien que, dans le fond, les producteurs agricoles ressentent beaucoup d'insécurité quand on parle de peut-être changer le système. C'est qu'on parle carrément de la moitié de vos actifs minimum pour bien des gens. C'est majeur là, dans votre setup financier. T'sais, admettons qu'il y aurait quelqu'un d'hyper radical qui arriverait, qui abolirait le quota sans aucune compensation. Je veux dire, tous les agriculteurs du Québec sont
en Ouais. faillite. Mais c'est Tout pour le monde ça, comprend ce bout-là. là. Mais c'est pour ça, Yann, je prenais Ouais. l'exemple du taxi. On s'entend-tu que ton permis de taxi il valait plus cher que ton char? C'est quoi tes actifs quand tu as un permis, quand tu as un taxi plus un permis? C'est ton char, ta flotte de chars, puis tes permis. Mais souvent, le permis il pouvait monter jusqu'à 200 000, puis le char, il vaut quoi? 40 000, 50 000? Non, exact. Donc, en fait, t'as le gros de tes actifs, quand tu vends ta business, tu as une flotte de 10 taxis, mettons, le gros de l'argent, c'est le droit des utiliser. C'est Carrément. pas Ouais, les puis- chars eux-mêmes. là. Effectivement, puis ça ne sera pas tout le monde qui ferait faillite parce qu'il y en a des producteurs qui sont clairs de dette. Là. Moi, j'ai déjà travaillé chez un producteur avant d'avoir la mienne qui est à clair de dette. Là. C'était pas le même monde pantoute, là, mais bon, effectivement, lui, il est parti sur une balloune, puis il a pris l'héritage de son père, il l'a vendu, puis... Ouais, classique. Ça arrive des fois, ça. Ouais. Ça arrive des Ouais, fois. ben, c'est ça, c'est ça. Mais pour beaucoup de gens, c'est que non seulement c'est la faillite, mais c'est tout le patrimoine familial Exact. qui dure depuis des générations. Puis c'est ça qui vient, à un moment donné, sensibiliser les gens. Puis la chose qui arrive, c'est qu'on parle beaucoup de l'abolition du quota, mais on ne parle jamais du processus de transition. Ouais. Puis moi, ce que je dis souvent, puis à un gars comme Sylvain Charlebois qui a les ressources pour le faire, c'est de dire oui, mais aller plus loin. Proposer un système de transition lequel on pourra débattre. Tu sais, parce que Parce que ça s'est fait hier dans le monde. L'abolition des systèmes de quotas a été fait, je pense, je vais de mémoire, mais je pense que c'est la Nouvelle-Zélande, par exemple, ou peut-être même la France, l'Australie. dernièrement, Exact. Puis c'est sûr qu'il y a une transition. En fait, on l'a fait même avec les taxis. Parce qu'il y a eu une transition au niveau des taxis. Et généralement, la forme que ça prend, c'est qu'il y a une compensation financière pour les gens qui remettent leur quota au gouvernement, autrement dit. À ce moment-là, on ouvre le marché. Fait que tout le monde comprend que le prix de la matière baisse. La profitabilité peut être attaquée. Mais en compensant financièrement les gens qui remettent leur quota au gouvernement, ben, il y a une grosse dette qui se ramasse dans les mains du gouvernement soudainement. Ben, la façon, généralement, de rembourser cette dette-là, ben, il va y avoir une taxe spéciale sur les produits pendant un nombre d'années. Il va y avoir une dizaine d'années, par exemple, que pour les litres de lait qui sont vendus, il peut y avoir une taxe de 15 de 20 supplémentaire qui va être pour financer la dette qu'on a créée. Parce que c'est sûr que la journée où vous compensez financièrement les gens qui remettent les quotas, c'est une grosse dette que le gouvernement du Québec se ramasse. Là. Tu le disais tantôt, le 32 milliards de quotas à peu près au Canada. Au Canada. Ben, Ouais. le Canada, le Québec qui produit pas loin de 50 du lait canadien, on se ramasserait avec une dette en claquant des doigts. On abolit le quota de lait. En claquant des doigts, le gouvernement du Québec vient de ramasser 16 milliards de dettes probablement ou quelque chose de cette envergure-là. Là. Puis une partie de cette dette-là, si tu la laisses au producteur, ben c'est le système bancaire aussi qui est affecté parce que souvent, il sert de garantie de financement ou il est carrément financé lui-même. Oui, c'est ça, il y a une hypothèque. Donc tu viens jouer dans le système financier. Là. Oui, parce que tu as raison. Juste renchérir là-dessus, c'est que dans les bilans financiers des gens qui ont de l'emprunt, ils sont capables, en tout cas, c'est avant la pandémie, là, les taux d'intérêt étaient plus bas, mais j'ai vu des agriculteurs se financer à du 4,5 mais principalement parce que le quota de lait ne veut pas être mis en garantie. Là. Fait que la journée que cette garantie-là part, tout le monde comprend que c'est plus du 4,5 qu'on emprunte, c'est du 12, du 15, puis ça, c'est si on te permet de t'emprunter de l'argent, là, on s'entend. Là. Non, c'est ça. On parle beaucoup de ce que ça pourrait faire changer le système, mais il y a un truc dont on parle jamais aussi au Québec et au Canada, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour vous rendre la vie plus facile quand vous êtes dans le milieu agricole, que ce soit au niveau de la réglementation, que ce soit au niveau des coûts. Puis tu sais, j'avais reçu, on l'avait passé un extrait en entrevue dans notre émission, mais j'avais reçu, peut-être que tu connais, Christian Dionne, des podcasts agricoles du Québec. Et lui, il m'avait montré sa facture, ce que ça y coûte en frais pour le genre de taxe carbone du Québec pour acheter son gaz naturel. Puis là, la pression qu'ils se font mettre dans certains domaines, il dit, moi, en gros, là, ils veulent que je sèche mon grain à l'électrique. Là. Il dit, ça marche pas. Ça prend du gaz naturel pour chauffer, pour réchauffer les animaux dans l'étable. Ça marche pas, l'électrique. Ça marche pas pantoute. Puis ils veulent essayer de les semi-forcer à installer des thermopompes là, dans l'étable, ce genre de truc-là, le séchage du grain à l'électrique. Puis il dit, il n'y a rien qui fonctionne aussi bien pour nous autres
que le gaz naturel, puis on s'en va. Ouais, c'est ça aussi l'exemple que Joey dit dans le backstore. L'idée qu'ils n'ont plus le droit de mettre du plastique avec les bottes de foin et ce genre de trucs-là. Tu sais, les politiciens sont bons pour essayer de se dire « Ah, nous autres, on aime ça, les agriculteurs, on va les aider », mais par en arrière, ils sont bien bons aussi pour le foutre des bâtons dans les roues. Là. Joey, je pense que tu voulais rajouter de quoi, là, mais la question que je voudrais te poser, c'est dans ton secteur à toi, c'est-tu quelque chose que tu vois, ça aussi, l'énergie, les problématiques reliées à ça, puis la réglementation qui arrive du gouvernement? La première des choses là, qui est à faire, c'est de laisser les producteurs produire. Sortir tous les crises de fonctionnaires dans le système. Yes! Hein? Oui! Il y a une raison pour laquelle il y a des légumes dans Montérégie puis qu'il n'y en a pas, dans le nord de l'Abitibi. T'es pas d'accord avec ça, toi, les ananas de la Côte-Nord? Non. Non, puis il n'y a rien comme l'agriculture pour aller trouver la meilleure façon d'exploiter un territoire donné. Ah, tellement. Tellement. Puis les gens, là, ils vont toujours aller au plus payant. Puis oui. si tu mets des normes simples, faciles à suivre, sévères, mais facile à suivre, puis tu arrêtes de gérer pour le plus cabochon de la gang, puis tu commences à faire confiance à ta gang, puis tu traiteras le cabochon comme un cabochon, bien, on va avoir une explosion de ce qui se fait en agriculture au Québec. Parce qu'un agriculteur québécois, là, il n'est pas plus colon qu'un Ontarien ou qu'un Américain. Ben non. Il a juste plus d'attache au sol quand il vient pour décoller. C'est juste ça. Hey, mais là, Joël parlait du plastique d'emballage. Cette année, là, agri-récupération, 15$ de taxe du rouleau d'emballage. Ah, c'est ça, c'est des prix qui augmentent. 28 balles t'emballes 28 balles individuelles avec un rouleau d'emballage. 15$. Ben, en Ontario, ils l'ont pas, cette taxe-là. Fait que ceux qui sont sur le bord de la frontière, où ça, tu penses qu'on l'a acheté, le plastique? L'autre bord. Ben, c'est ça. Mais il y a des médicaments qu'en Ontario, ils ont le droit d'utiliser pour les vaches, que nous autres, on n'a pas le droit. Parce que là, il faut combattre la résistance aux antibiotiques. Sauf que notre lait est tout regroupé, les 5 provinces de l'Est. J'ai même pas le même environnement d'affaires que mon voisin d'à côté. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça pourrait être ça le début, là, essayer d'harmoniser un peu au niveau canadien les normes plutôt que. Mais en même temps, je dis ça, mais si on fait ça, ils vont prendre les pires normes et ils vont les mettre partout. Ben c'est ça. Ben, c'est comme les fusions municipales. Ils ont pris la convention collective la plus débile puis ils l'ont donné à tout le monde. Mais on n'a jamais sauvé d'argent non plus. Hein? Fait que moi, là, quand je rencontrais des agriculteurs en campagne, là, conservateurs, faire campagne dans le milieu agricole, là. C'était pas le plus naturel de la gang. Une chance, j'étais agriculteur, mais ce que les agriculteurs disaient, c'est laissez nos patience. Laissez-nous travailler, puis ôtez-vous notre jambe, puis ça va marcher. Mais pourtant, c'est drôle ce que tu dis. Conservateur, ça? Oui, c'est ça. Parce que moi, j'aurais tendance à dire, justement, le cultivateur, premièrement, il est son propre boss. C'est quoi qu'il veut fondamentalement? Qu'on lui crisse la paix puis qu'on le laisse travailler. Ben, pourquoi tu votes pour des politiciens de gauche que leur but, c'est de te dire comment vivre ta vie, te dire comment traire ta vache, te dire comment inséminer tes bêtes? Je veux dire, laissez-moi tranquille. Oui, mais en même temps, tu sais, position très ferme contre le quota. Tu sais, Duhem avait pris une position très ferme contre le quota à un moment donné. Puis moi, ce que je reproche à tous ceux qui challengent le quota, c'est de dire oui, mais emmenez-nous plus loin. Proposez-les le plan de transition. Puis au lieu de débattre s'il existe ou pas, c'est plan de transition, auras-tu de l'allure ou pas, puis on est-tu prêt à le faire? Parce que, tu sais, quand tu es rendu la problématique que je te dirais qu'on a de ce côté-là, c'est que moi, pour l'avoir déjà vécu, là, la première chose que tu fais quand tu te fais juste soulever l'enjeu du quota, il y a quelqu'un qui te menace de venir péter tes pneus. Tu sais, à un moment donné, le niveau de menace qu'on soit de l'UPA toutes les fois qu'on touche à ce sujet-là est assez élevé également. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on n'est tellement pas capable de débattre au Québec. On n'est même pas capable de se rendre à l'étape, voici comment on pourrait compenser éventuellement les gens. La guerre est pognée juste en soulevant l'idée parce qu'on est incapable d'en débattre. Je veux dire, on n'est pas capable d'avoir sur le même stage un gars de l'UPA et Sylvain Charlebois. Je veux dire, ça ne marche pas, ça. Là. Je veux dire, ce qu'il nous racontait, Yann, là, qui est allé devant le Sénat parce qu'il y avait un projet de loi déposé par le Bloc là-dessus qui s'est ramassé au Sénat. Puis il a été invité, puis quand il était sorti dans le couloir, il y avait un autobus de gens qui avaient été montés du Québec pour venir l'écœurer dans le couloir. T'sais, on n'avancera à rien de même. Là. Non, c'est ça. On n'est même pas capable de se rendre à l'étape de dire voici, ça pourrait être quoi la transition. Juste le fait d'exister, les quelques personnes qui lèvent le ton un peu sur la gestion de l'offre se font attaquer, puis on les fait taire. Je veux dire,
c'est pas sain comme environnement, il me semble. Puis tu sais, il existe toujours une forme de contrôle, peu importe ce qui arrive, tu sais, que tu aies des quotas ou pas. Exemple, en France, quelqu'un qui connaît bien l'agriculture en France m'a dit, mais maintenant, ils ont signé des contrats d'approvisionnement, ce qui est une forme de gestion d'offres, mais pas payée. On a vu en Californie, puis là, je ne l'ai pas frais en mémoire, puis je ne l'ai pas recherché. Ouais, c'est pas grave, inquiète mais pas. il y a des places où est-ce que le gouvernement américain a carrément acheté du bétail pour l'abattre parce qu'il y avait trop de choses sur le marché. Ça en est une forme de contrôle. Ça en est une. Fait il y a toujours un contrôle. Comment est-ce qu'on a le contrôle le plus optimal? C'est là qu'il faut aller, tu sais. Mais il y a toujours une forme de contrôle sur les produits agricoles. Ça, Ouais. c'est. Puis, tu sais, en Nouvelle-Zélande, là, ils ont complètement ouvert. Ils ont un climat, mais maintenant, ils sont rendus avec des enjeux environnementaux où est-ce qu'il y a tellement de bêtes d'or au mètre carré qui fait qu'à un moment donné, quand il pleut, il y a un ruissellement de fumier partout. Tu sais, c'est devenu ça, les enjeux. Là. Ouais. Il y a d'autres choses. Puis, oui, il y a le climat. Oui, par contre, le climat ici, oui, l'hiver, il fait froid, mais une étable à vache, à part la section des veaux, ben souvent, tu n'as pas besoin de chauffer ça. Là. Tu sais, c'est correct. Ouais, il dégage la chaleur elle-même. Là. Ça dégage suffisamment de chaleur, puis une vache, c'est pas mal mieux à 3 degrés Celsius que ça peut être bien à 20. Là. Tu sais, c'est la difficulté. Ah oui, parce que les vaches laitières ont été parmi les animaux les plus difficiles à domestiquer parce qu'ils vivaient beaucoup plus au nord que les humains étaient à l'aise. OK. Puis la raison pour laquelle ça a été si long que ça, c'est que la Friesian a été la race qui a accepté le mieux de descendre au sud puis de survivre au sud. Parce que c'est une bête d'herbe fraîche puis de froid. T'sais, alors que si tu amènes ça à 20, 22 degrés Celsius, tu ne ventiles pas ça. Là. Ouais, ça casse dans le champ, ouais, c'est ça. C'est une usine de méthanisation, ça. Là. Et justement, parlant de ça, l'usine de méthanisation, là, on entend toutes sortes d'histoires. Maintenant, il y avait Trudeau là, qui parlait des pets de vaches, là, puis là, il fallait qu'il lui donne tel type de nourriture pour qu'il arrête de péter. Ou je sais, c'est-tu des ragots, c'est vrai, cette histoire-là? On dirait qu'on est obsédé par la... Là, c'est rendu que les propres vaches qui servent à nous nourrir sont rendus qui vont faire sauter la planète. Là. C'est du délire, ça. Sont-tu taxés à date, les pets de vache? Ben, ça doit s'en venir. C'est pour ça que t'en parles. Parce que ça s'en vient. Parce qu'il n'y a pas de taxe là-dessus encore. Tu sais, mais idéalement, enlevons toutes les espèces animales de la planète qui produisent tous du méthane. Ouais, nous autres, gardons juste les humains, puis on va peut-être avoir sauvé la planète, mais c'est ça qu'on veut pour vrai. Tu sais, si on pense le raisonnement à l'absurde, là. Ben oui. Puis en même temps, ben, les grands groupes financiers qui ont des usines de production alimentaire sont aussi capables de payer du lobbying, puis du temps d'antenne, puis de s'approcher des gouvernements, faire en sorte qu'à un moment donné, la tendance est vers on accuse les pets de vache, mais en même temps, nous autres, on a des usines qui fabriquent de la bouffe. Ouais. C'est plate à dire, mais les gens ont besoin d'aliments. Mais tu sais, on l'a vu en Europe, là, notamment aux Pays-Bas, puis en Allemagne aussi. Il y a eu une grosse révolte des agriculteurs, là, entre autres début 2024, fin 2023. Par rapport au phosphate, hein, je pense. Oui, puis c'était aussi par rapport à des taxes sur le diesel. Puis, entre autres, en Allemagne, c'était ça, là, une taxe du gouvernement sur le diesel. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, c'est comme si cet aspect-là, ça n'a pas l'air à te déranger tant que ça. Ailleurs, ça crée beaucoup de problèmes, là. Chez les agriculteurs, il y a une genre de révolte là-dessus, mais on dirait qu'au Québec, on attend de se rendre au même niveau de délire qu'aux Pays-Bas puis en Allemagne pour se réveiller un peu, mais ça va avoir un impact là, sur l'alimentation. Si tu es dans un système qui est justement, il n'y a pas trop de concurrence étrangère qui arrive, puis c'est une gestion de l'offre, puis tu rajoutes des règles, puis des taxes, puis des règles, puis des taxes, à un moment donné, le prix va exploser. Là. Ah, mais c'est la capacité financière des producteurs qui en est toujours affectée. Puis ici, là, ce qui est spectaculaire au Québec, c'est que souvent, là, tu vas mettre une nouvelle norme. Puis là, tu vas engager des inspecteurs pour suivre la norme. Puis là, quand les producteurs n'y arrivent pas, bien là, ce que tu fais, c'est que tu crées une subvention pour aider le producteur à se conformer à la nouvelle norme. Puis là, tu vas mettre un bureau, exemple, des gens au MAPAC qui vont dire on va t'aider à se conformer à la nouvelle norme, puis à aller chercher tes subventions. Et puis là, c'est une roue qui tourne. Non, frère. Puis l'agriculture, là, c'est pas quelque chose de compliqué, puis c'est quelque chose que, depuis la sédentarisation des gens, on développe. Tu sais,
Ouais, c'est ça. Ôtez fonctionnaires là-dedans, ôtez politiciens, ou au moins mettez les politiciens qui ont du bon sens là-dedans, puis laissez les producteurs produire, puis vous allez voir, ça va marcher tout seul. C'est pas quelque chose que tu as besoin de compliquer tout le temps. Tu sais, bon, oui, des fois, il y a des abus. Ben, Chris, mets une norme, là, dire passez ça, telle affaire, puis simplifier au maximum la manière que les gens peuvent s'y Mais conformer, puis c'est tout. des gens stupides, il y en a dans toutes les industries. Je veux dire, Exact. si tu passes ton temps à réglementer pour le 3% d'imbéciles, à un moment donné, il n'y a rien qui avance. Là. Ben, c'est rien que ça qu'on fait. Je sais. Écoute, c'est quand tu te présentes à la tête de l'UPA? Je te verrai. Ah non, je n'ai pas la fibre syndicale. Désolé. Ben, J'aime les producteurs, j'aime le côté entrepreneurial. Mais c'est justement, Fred, c'est que vous n'êtes pas des syndiqués, vous êtes des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites avec un organisme qui est à toute fin pratique un syndicat alors que vous êtes des entrepreneurs? L'UPA devrait ressembler beaucoup plus à une chambre de commerce qu'à un syndicat. Ah non, pas une chambre de commerce. Arrête. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Vous êtes des entrepreneurs, vous devriez avoir un discours entrepreneurial. Là, on a un discours toujours sur la défensive, toujours agressif, toujours dans le délire un peu au niveau de l'UPA, alors qu'en réalité, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes beaucoup plus flexible, beaucoup plus travaillant, beaucoup plus débrouillard que ce que l'UPA semble montrer de vous autres. Là. Ouais, je sais, mais écoute, faut savoir d'où ça part, hein, tu sais, ça part de l'Union catholique, ça, l'UPA, puis à un moment donné, ça a développé. Puis on a confié des mandats aussi. Exemple, la Fédération des producteurs de lait, c'est une branche de l'UPA, mais c'est aussi un organisme qui s'occupe de la distribution entre usines du lait, de la collecte, de la qualité. Tu sais, il y a différents travails qui sont faits là, puis il y a des gens extrêmement brillants là-dedans. Là. Moi, je suis pas prêt à acheter le bébé avec l'eau du bain. Là. C'est juste qu'à un moment donné, faut pas se braquer sur un modèle qui date de plusieurs années puis le faire évoluer. Et puis, moi, je ne suis pas en confrontation avec l'UPA parce que sur mon île, j'ai eu à débattre de certains points pour faire des particularités régionales sur mon île à moi. Parce que c'est très spécial. J'ai toujours trouvé du monde, oui, mais j'ai toujours trouvé du monde à l'écoute puis ouvert. C'est juste que, c'est sûr que, tu sais, comme Maxime Bernier qui arrive puis qui dit c'est un cartel, c'est la mafia puis tout. Tu trouves pas conversation fort en partant. Tu sais, c'est comme ça. Puis moi, j'ai plus tendance à aller voir en partenariat, puis à voir comment est-ce qu'on peut élaborer des choses et tout. Puis en même temps, c'est comme tout organisme. Tu as des extrémistes, puis tu as des raisonnables. Dans le temps, tu penses que c'est. Tu m'as l'air d'un gars raisonnable, Frédéric. Si tu chatouilles, j'essaye. C'est pas toujours le cas, mais j'essaye. Puis c'est sûr que si tu chatouilles toujours le plus mal commode de la gang, ben c'est lui qui va réagir en premier. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller au-delà de juste dire qu'il faut enlever quota. Il faut proposer qu'est-ce que ça pourrait être. Il faut être capable d'emmener un débat, puis d'aller s'asseoir avec ces gens-là en disant hey, comment est-ce qu'on peut regarder ça? Peut-être que tu vas avoir une fin de non-recevoir totale, mais c'est pas parce que l'élite le fait que le peuple, ceux qui sont à la base de ces organismes-là, pensent tous de la même manière. C'est pas vrai, ça. Joey, tu voulais dire Puis il faut être capable d'en parler. Tu sais, moi, j'ai aucun avantage personnel à faire un podcast comme on fait ensemble. Tu sais, ça n'améliore pas ma business ou rien, mais je me dis, au moins, si on est capable d'avoir une conversation, on est capable de débattre de points de vue, ben, on aura gagné quelque chose. C'est ça le problème au Québec. On débat de rien, tout le monde a peur de tout, puis pas de chicane, là, on change de sujet. Mais ça c'est le fun d'avoir une gang d'amis français, là. Les parties, si bol, ça brasse en tabarouette. Là. Moi, je suis chanceux, j'ai plein d'amis français autour de moi. Là, puis quand t'en as deux, trois coupes ensemble, là, puis que là, finalement, t'es rendu au pastis à la fin, ou ben non, au digestif, là, ça gaule solide, mais ça laisse jamais de traces. T'es capable d'en débattre, t'es capable d'accepter. Oui, puis tu es capable d'accepter que quelqu'un n'ait pas la même idée que toi, puis ça demeure quand même quelqu'un d'intéressant. C'est ça. Puis ça, il y a un niveau de confiance en soi qu'il faut que tu aies pour être capable d'aller là. Puis des fois, je pense que comme Québécois, pas juste comme agriculteur, mais comme Québécois, on a peur de notre voisin, on a peur de l'Ontarien, on a peur de l'Américain, on n'a pas confiance en nous. Puis à chaque fois qu'on se fait dire de quoi, on est challengé profondément dans notre bassement parce qu'on a la réaction du gars qui s'est toujours fait battre dans la cour d'école. Ah, t'as tellement raison.
C'est ça. Il faut juste élever un peu la façon qu'on a de se parler. Puis ce que vous faites comme job, c'est super. Vous faites challenger sur ça, des fois, je suis certain. Des Mais fois. en même temps, regarde, tu nous as challengé d'une certaine façon. Tu n'as pas senti d'animosité de notre part. Tu as dit, ben ouais, viens-t'en, on va faire un podcast avec toi. Tu sais, je veux dire, c'est rare qu'on tombe sur des gens comme toi en réalité. Je tombe plus souvent sur du monde qui veut péter mes pneus que quelqu'un qui veut jaser. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, vous Ouais. approchez aussi de manière polie et civilisée. Là, genre, les gars, petites affaires, c'est pas vraiment ça. J'aimerais ça. Ben, oui, OK, viens, mais c'est sûr que si la première approche, c'est mes 3 tabarnak. T'es là, ouais, tu te dis, ouais, je suis pas sûr que cette personne-là vient discuter de bonne foi. Là. La bonne foi, c'est quelque chose d'important, je pense. Là. Mais souvent, c'est des réactions émotives. Ouais. Les gens sont. Tu sais, puis quand tu es agriculteur, là, moi, là, ça a été pendant les 7-8 premières années que j'avais ma ferme, j'allais dans une réunion, puis tous les producteurs qui étaient là avaient plus de générations dans l'entreprise que moi, j'avais d'années. Tu sais, puis ça vient, c'est que tu portes l'héritage familial, tu portes l'utilisation de ta terre, de ce que tu en fais, puis là, tu viens être challengé sur le fait que tu vas-tu être la génération qui ne sera pas capable de la passer. T'sais? Puis ça devient extrêmement émotif. Puis c'est des gens là, qui souvent, là, un agriculteur, ça ne travaille pas 40 heures par semaine. Là. Non. Parce qu'un agriculteur qui travaille 40 heures par semaine, c'est un agriculteur en faillite. Non, il travaille tout le temps. Puis c'est des gars qui ont. Puis tu sais, vous savez, c'est quoi être en entreprise? Même quand tu ne travailles pas, ta tête est là. Puis là, tu viens les challenger là-dessus. Puis des fois, tu as des réactions émotives. Puis des fois, les gars, c'est pas toujours les plus verbomoteurs. Parce que s'il avait été verbomoteurs, il aurait peut-être fait d'autres choses ou il serait peut-être plus dans les rencontres. C'est des gens qui travaillent fort, qui croient beaucoup à la force de le travail. Mais des fois, ils ne s'expriment pas toujours comme on s'attend à ce qu'ils s'expriment. Puis en même temps, il faut être capable d'accueillir. Ben, je vais réitérer ce que je dis. Je vais réitérer ce que je dis, Frédéric. Des gars comme toi sont importants. Tu es maire d'une municipalité. Tu t'es présenté pour le PCQ. Je suis persuadé que dans les rencontres avec le Parti conservateur, tu as amené tes points pour mettre de l'eau dans le vin un peu à Duhem par rapport à l'agriculture. Au contraire, je suis pire que Duhem. Je suis plus conservateur que Duhem. Mais tu vois un peu le genre, je pense que des gars comme toi qui se lèvent, qui prennent le temps de jouer leur rôle, je veux dire, tu as accepté de venir dans un podcast politique, jaser de gestion de l'offre. J'ai jamais vu ça, un agriculteur qui veuille faire ça. Moi, je te lève mon chapeau, sérieusement. Je t'incite à continuer. J'espère que tu n'auras pas de trouble aussi pour avoir fait ça, parce que ce que tu as fait aujourd'hui, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça pertinent. J'ai aimé l'angle d'approche que tu avais. J'ai aimé les arguments que tu as amenés. Puis, tu sais, ça nous met en tête que, ouais, peut-être que moi et Frank, on devrait parler un peu plus souvent. Ça pourrait être quoi un système de transition? Je pense que c'est un devoir que je vais donner à Geloso éventuellement. Pour dire, hey, buddy, faisons donc un podcast sur à quoi pourrait ressembler une transition, comment ça pourrait coûter. Y a-t-il une taxe d'impliquer, des choses comme ça? Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Malgré que la dernière fois qu'il a parlé de ça, il s'est ramassé avec une taxe au niveau des taxis qui a été surnommée la taxe Geloso. Fait que peut-être ça ne tentera pas. Non, mais tu sais, comme disait André Arthur, à la gang, on sait tout. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de dire, ben, quand tout le monde reste dans son silo puis dans sa chambre d'écho, on se répète des affaires. Des fois, c'est pas exactement ça. Ça mérite d'être corrigé. Puis c'est un peu un appel à, peu importe dans quel milieu vous êtes, si vous avez de l'information à partager, partagez-la. Puis il vaut toujours mieux de... Plus on en a, mieux plus on est capable de se faire une tête sur un sujet. Sinon, ben, on reste chacun de notre coin. Notre coin, on se garoche de la boîte, puis il n'y a rien qui avance. Oui, puis, tu sais, on est tous dans la même société, hein. Puis, moi, il y a une phrase qu'un ancien maire qui m'avait pris sous son aile quand j'ai commencé comme maire, parce que moi, c'est comme un retour en politique municipale. Ouais. Il m'avait dit, tu sais, quand la mer monte, tous les bateaux s'élèvent. Fait que, tu sais, c'est de trouver le moyen de faire en sorte que tous les secteurs de la société avancent pour que tout le monde puisse en gagner son profit. Puis, moi, j'aime bien mieux un agriculteur qui vient me dire qu'il est en crise, puis qu'on est capable d'en débattre, qu'un agriculteur qui ne dit pas un maudit mot, puis qu'à un moment donné, il se sent challengé, puis tu le retrouves accroché dans sa grange. Puis ça, là, c'est une réalité aussi, là. Les intervenants là, qui sont en agriculture, là, pas tout le monde,
mais ils servent beaucoup de psychologues des fois. Il y a un isolement qui est grandissant en agriculture, c'est ça. on s'entend. Mais ça, c'est un sujet. C'est drôle que tu parles de ça parce que peut-être tes amis français ont dû t'en parler. Mais ça, c'est un sujet, Mané, qui a été parlé beaucoup en France. Puis à mon avis, ça n'a jamais vraiment été discuté au Québec, là, la détresse dans le milieu agricole. Là. J'essaie de me rappeler du nom, mais tu avais justement un Français qui avait été élu à l'Assemblée nationale. Tout le monde riait de lui, justement, parce qu'il vient du milieu... Jean Lassalle ou quelque chose comme ça. Là. Et lui, justement, il s'était un peu fait élire là-dessus. C'était un gars qui venait de milieu plus rural, puis il parlait avec des agriculteurs, puis tout ça. Je pense que lui-même en était un ou en avait déjà été un. Puis un moment donné, c'est venu dans l'actualité en France, mais au Québec, on n'a jamais vraiment parlé de ça. Mais là, tu l'amènes. Là. Mais sais-tu de quoi qui se jase dans le milieu ou c'est comme un tabou un peu, là? Les intervenants là, qui travaillent dans le milieu agricole, là, qui font du ferme en ferme, là, ils en ramassent souvent là, des gens là, qui sont sensibilisés, qui sont fragiles, puis qui ont besoin de jaser. Tu sais, puis un agriculteur là, ou une agricultrice, là, c'est un chef d'entreprise, c'est un orgueilleux. Hein? C'est du monde qui lit de la patente puis qui ne sont pas habitués de montrer qu'à un moment donné, ils ont besoin de mettre un genou à terre puis se restructurer. Là. Moi, j'ai eu dans ma vie des événements qui ont fait en sorte que j'ai été obligé de sortir de l'agriculture un peu. Tu sais, moi, en 2019, le cancer s'est invité dans la famille chez nous. Puis la femme avec qui j'étais est décédée en 2022. Là. Mais en 2019, je suis parti pour la première fois de ma vie depuis que j'avais parti à la ferme, près à la ferme. Je suis parti 3 semaines en vacances parce qu'on voulait le faire. Puis j'ai jamais sauté une année depuis ce temps-là. Mais tu sais, combien d'agriculteurs qui ont pas pris de vacances depuis 25 ans? Il y en a beaucoup. Qui sont capables de partir 3-4 jours, qu'il n'y a pas de. Tu sais, puis après ça, il faudrait lui demander qu'il soit raisonnable et qu'il ne soit pas émotif quand il nous parle. Tu sais, il y a une compréhension à avoir du monde dans lequel ils vivent. Et moi, je pense qu'il faut, oui, être capable de jaser de changement et d'amélioration de système, mais en même temps, il faut être capable d'être ouvert que des fois, une fois de temps en temps, c'est pas les moments faciles que les autres vivent non plus. Là, tu sais, puis, aujourd'hui, ce que je voulais en vous parlant, c'est un appel à une compréhension mutuelle des deux mondes. Tu sais, moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on demeure fermé sur le modèle actuel parce qu'il date de plusieurs années et qu'on ne le réforme pas tant. Mais en même temps, c'est pas vrai que tout est mauvais. Tu sais, c'est ça. Puis, je pense que plus on va se comprendre d'un bord comme de l'autre, plus on va être capable d'arriver au boulot de l'entonnoir où est-ce qu'on va travailler ensemble. Puis, c'est un peu ça. Puis, c'est un peu pour ça que je fais de la politique. Puis, c'est un peu pour ça que je prends le temps d'en parler. Là. Tu fais une super job, en tout cas. Ah, ben merci. Écoute, c'est pas mon naturel, hein? Non, mais t'es bon. Ouais, plus que tu penses, j'ai l'impression. Oui, exact. Plus que tu penses. Mais c'est ça. Puis pour le reste, ben, tu sais, gestion de l'offre, oui. Mais je regarde le prix du bœuf qui n'est pas sous gestion de l'offre de cet site. Puis il y a d'autres raisons qui expliquent aussi le fait que tout est cher en agriculture au Québec. Les steaks. Tu me donnes faim, là. Les steaks, les steaks, les fraises, les cochombes, tu sais, le blé d'Inde. Fait que va falloir voir ça globalement. Ouais, je pense qu'il y a une réflexion globale à faire sur bien des affaires, sur le prix des aliments au Canada, en règle générale, là, même des systèmes des secteurs qui ne sont pas pantoute sous gestion de l'offre. Tu te dis, comment ça que c'est cher de même? Là? Il y a clairement de quoi qui ne fonctionne pas, là, puis c'est sûr que c'est. Plus on va mettre le doigt sur le bobo, plus on va. Exact. Plus on va être capable de. Ça coûte pas cher, hein, laisser l'agriculture se développer. Toi d'être d'un jambe. 100% d'accord. Hey, moi, vous confirmez, c'est le podcast avec cette phrase-là. Tassez-vous de là. Merci. Bonsoir. Ça fait plaisir. Merci, Frédéric, d'avoir été là.